Source sûre, on lui a dit que le pasteur Marcelo a engagé des gens pour qu'ils puissent déterrer le corps de maman Blanche, afin de dissimuler les preuves, les amis. Je suis choquée. Alerte, 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 alerte. Je suis choquée par la nouvelle que je viens d'apprendre. Je suis choquée, je vais vous laisser écouter. Il y a des personnes actuellement où je vous parle, il y a des personnes qui essayent de saboter la tombe de maman Blanche. On vient d'avoir une information. Les idolâtres, vous qui vénérez un homme, vous craignez plus un homme que Dieu, vous avez plus peur d'un homme que Dieu même qui est en haut. Je vous ai posé une question depuis hier, je vous ai mis au défi. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut venir discuter avec moi. J'ai dit, maman Blanche est décédée 4 mois après, vous avez doté Esther à Kiza. Venez démentir. Je vais voir, je vais être face à face avec vous. TikTok va débloquer mon live le 28. Je vous mets toutes les preuves, venez démentir. Venez discuter moi. Que vraiment, c'est que je suis une menteuse. Je vous avais dit que Marcelo est entré dans la franc-maçonnerie. Marcelo, on l'a flatté petit à petit avec la foule que le monde entier va te voir. On sait manipuler les réseaux sociaux. C'est là qu'on a avalé Marcelo. C'est là qu'on a avalé Marcelo. Vous, non? Est-ce que c'est faisable de déterrer un corps qui a été enterré plus d'1 an pour faire une autopsie? Quelqu'un peut venir me répondre, s'il vous plaît? Source sûre, on lui a dit que le pasteur Marcelo a engagé des gens pour qu'ils puissent déterrer le corps de maman Blanche, afin de dissimuler les preuves, les amis. Des choses, ça ne peut pas se passer. Les amis, Marcelo Tunasi, si le tombeau de cette femme est vide, je te jure, ce n'est pas Jésus qui va ressusciter, c'est toi qui vas rentrer sous le sol. On est fatigué de toi. Si cet homme était innocent, est-ce qu'il aurait fait tout cela? Donc les amis, actuellement, il faut savoir si jamais, il faut surveiller, veiller sur là où cette femme elle est enterrée. Si son corps est déterré, sachez qu'il s'agit du pasteur Marcelo Tunasi, pasteur des églises de la compassion qui se trouve dans le monde entier. C'est un criminel ce monsieur. Les fidèles de la compassion, les idolâtres de papa pasteur. Oui, oui. Les idolâtres, vous qui vénérez un homme, vous craignez plus un homme que Dieu, vous avez plus peur d'un homme que Dieu même qui est en haut. Je vous ai posé une question depuis hier, je vous ai mis au défi. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut venir discuter avec moi. J'ai dit, maman Blanche est décédée 4 mois après, vous avez doté Esther à Kiza. Venez démentir. Je vais voir, je vais être face à face avec vous. TikTok va débloquer mon live le 28. Je vous mets toutes les preuves, venez démentir. Venez discuter avec moi. Que vraiment, c'est que je suis une menteuse. Vous avez doté, vous êtes parti toquer à la porte de la famille de Esther. 4 mois après le départ de maman Blanche, vous discutez avec moi. Vous discutez avec moi. Moi, je n'ai pas la poudre blanche là. Je n'ai pas aspiré ça. La poudre blanche que les pasteurs la mettent dans vos narines et puis vous devenez fou là. Moi, je n'ai pas aspiré ça. Je suis très lucide. Hein? Je suis très lucide. Est-ce que c'est faisable de déterrer un corps qui a été enterré plus d'1 an pour faire une autopsie? Quelqu'un peut venir me répondre, s'il vous plaît? Ça concerne maman Blanche. Aujourd'hui, nous savons tous, oui, que pasteur Marcelo trompait maman Blanche avec sa femme actuelle qui est Esther Aïcha. Oui. Faudrait que le pasteur Marcelo sorte pour nous donner une explication. J'interpelle ici la famille de maman Blanche. Si c'est possible de faire une autopsie du corps des os de maman Blanche, n'hésitez pas à le faire. Ne vous en privez pas. Ne laissez pas cette histoire-là. Non seulement, il n'a même pas pu vous remettre quelques effets personnels de maman Blanche. Il a préféré aller donner aux gens qui ne sont pas de la famille de maman Blanche. La mère de maman Blanche pleure jusqu'à aujourd'hui sa fille. Parce que Marcelo doit nous rendre des comptes. Oui. Il ne doit pas vivre sa vie comme si de rien n'était. La famille de maman Blanche, levez-vous, agissez. Dieu est en train de dévoiler ce pasteur, ce faux pasteur Marcelo. Dieu est en train de dévoiler. Et Dieu va nous révéler beaucoup d'autres choses. Non, c'est trop fort. Cette histoire-là me rentre dedans comme si même on dirait que maman Blanche était ma propre soeur. On dirait que moi-même et maman Blanche, nous sommes sortis du même ventre. Cette histoire-là me donne l'insomnie depuis quelques jours. Non. Ok famille, ce pasteur que vous voyez là, c'est lui qui a dit à sa femme. Écoutez très bien pourquoi sa femme est décédée. Tu sais que c'est marié le 23 de ce mois. Le 23 de ce mois, le gars, il sait pourquoi sa femme a gars. C'est lui qui a dit à sa femme. Donc, toi, ta femme est décédée. Ça n'a même pas encore fait 1 an. Parce que quand on calcule, ça fait plus de 9 mois et demi. On n'a même pas encore frotté 1 an. Ça veut dire que sa femme est décédée, c'est parce que sa femme, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de supporter la fidélité de son mari. Parce que son mari, ce pasteur que vous voyez, il couche, il mogo avec les fidèles à l'église. Donc, lui-même, il a dit, pour avoir une femme, il faut passer relation de 1 an à 2 ans à 3 ans avant de la marier. Maintenant, aujourd'hui, ta femme est décédée. C'est même pas encore fait 1 an. C'est maintenant, sans rentrer dans 1 an. Aujourd'hui, tu sors sur la toile, tu mets sur ta page officielle que le 23 de ce mois, tu dois te marier. Donc toi, tu connais le décès de ta femme. Prenez, Makoso, sa femme est décédée, ça fait combien de temps? C'est pas parce que Makoso Moukou pas, Makoso c'est caché Moukou. Mais toi, le pasteur, c'est toi qui agaces ta femme. Raison pour laquelle ce pasteur, il refuse de donner les effets personnels à la famille de sa femme qui est décédée. Donc ça veut dire que la femme, elle ne peut plus supporter. Raison pour laquelle elle est partie en Turquie pour aller se faire dire en esprit, sans que les gens soient au courant. C'est le pasteur qui agace sa femme. Parce qu'un pasteur
toi qui donnes conseil, et puis vous, les gens qui parlent dans ces églises-là, c'est parce que vous vous mougoussez entre vous. Oui, oui, vous vous mougoussez entre vous. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pasteur, un homme de Dieu. Ta femme est décédée, c'est pas encore un an. Toi, c'est-à-dire, avant que ta femme même soit vivante, ça veut dire que toi, le pasteur, avec la dame en question, vous mougoussez d'abord. Donc, la femme ne pouvait plus supporter la douleur. Raison pour laquelle la femme est la gare. Et les parents de la femme, le pasteur Melo, la femme qui est décédée, ses parents sont allés chercher les affaires personnelles de son mari. Le pasteur en question a refusé de donner, car il savait qu'il doit marier une deuxième femme qui va venir prendre la place de sa femme qui est décédée. Donc ce pasteur, c'est un pasteur voyou, c'est lui qui a déjà sa femme. Le pasteur, il est victime de la mort de sa femme. Voilà la vraie vérité qui est là. Vous avez écouté ce qu'ils ont dit dans la vidéo. Il est coupable de la mort de sa femme, que c'est un pasteur voyou. C'est lui qui est victime, c'est lui qui a déjà sa femme. Voilà la vérité qui est là. Il a déjà sa femme pour avoir, parce qu'ils sont dans les francs-maçons. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc ils ont dit, si tu ne te donnes pas, soit on prend une partie. On prend ta femme ou bien on prend tes enfants. Donc ils ont regardé dans la famille, c'est la femme qu'ils ont choisi. Et dans tout ça, lui, le pasteur, il moukou avec la femme qui va se marier bientôt. Vivant de sa femme, il parlera dans la même église. Pasteur Mero, mais quand même, il faut que les gens puissent ouvrir les yeux. Toi aussi, tu es fidèle, tu parles à l'église avec ton pasteur, tu te laisses moukou avec ton pasteur, tu es au courant que sa femme est décédée. C'est la même manière que tu vas venir, c'est la même manière que toi tu vas partir aussi. Voilà, donc le pasteur là, c'est un pasteur à suivre. Maman Blanche, ton âme est fort. C'est pas tous les morts qui sont morts. Ton sang crie fort. La famille s'est gâtée. On dit le médecin qui a établi le certificat de décès de maman Blanche, après enquête, ils ont trouvé que ce médecin n'existe pas. C'est un fantôme. Le médecin n'existe pas à Istanbul. Marcelo Donassi, qui a établi le certificat de décès de maman Blanche. Parce que le nom du médecin qui figure, le message que toi, Marcelo, tu as ramené à la famille de Blanche. Après enquête, ils ont vu que ce médecin n'existe pas à Istanbul. C'est un médecin fantôme. Sortez, compassion. Vous pensez que l'histoire-ci va s'arrêter comme ça? Vous pensez qu'on va digérer cette histoire-là? Justice pour maman Blanche. Justice pour maman Blanche. Jusqu'à sa tombe, elle sera fière de nous. Marcelo Donassi, si on t'a laissé. Lise Manzambi est la patronne de Nice. Je vais préciser. Et Nice qui défend Marcelo. Je reviens, on écoute. Ta mère copine, elle ne savait pas parce qu'elle était très occupée avec la maladie, qu'elle avait eu l'enfant avec Blaise Manzambi. Maintenant, c'est là, Lise, elle est en train de mougou. Dieu ne dort pas. Sa copine, elle a attrapé Blaise en train de mougou avec Lise Manzambi. Oh! Sa copine, elle a eu un choc. Mais en même temps, son enfant qu'elle avait eu avec Blaise était à l'hôpital. Il y a eu une erreur médicale en fait. L'enfant, malheureusement, est décédé. Et maintenant, comme c'était l'erreur médicale, étant donné qu'elle était mariée avec Blaise Manzambi, l'hôpital a donné beaucoup d'argent à cette femme-là par rapport à l'erreur médicale. Et quand Blaise, ce sorcier, a vu l'argent avec Lise Manzambi, il est même pas beaucoup, même l'enterrement là, il a même pas prêté attention. Lui, c'est qu'il a tous les dossiers de tout le monde va sortir cette année-là. Tout le monde, écoutez bien. La patronne de Nice va les trapper dans du sale. Ennis, tu es convoqué ici. Donc toi, tu fais quoi, Ennis? Écoutez bien. C'est l'argent. Ils ont partagé l'argent parce qu'il n'y avait pas le choix, elle était mariée avec. Il a pris l'argent du sang de son fils. C'est avec ça que Kazarema est sorti. C'est avec la trahison de sa copine et avec le sang de son fils qui était mort, que Blaise Manzambi a pris l'argent et est parti ouvrir Kazarema. Et sa copine a préféré se laver les mains. Lise, ta copine va sortir. C'est pas fini. Mais comme les gens sont concentrés avec attendez, je vous explique. Elle dit la copine va sortir. C'est dit que la femme que Lise a rasée. Lise, la patronne de Nice, a rasé une femme. Elle a rasé cette femme-là, l'enfant est à Dia, malheureusement. Ils ont pris l'argent du sang. Voilà. Donc du coup, la copine en question qui a été rasée par Lise, qui est la patronne de Ennis. Ennis qui est la télé aujourd'hui, qui fait tout ça, qui allume télé ici, à gauche, à droite, à sa patronne est dans quelque chose. C'est ça que je suis en train de vous expliquer là. Donc c'est pour ça que Ennis défend Pasteur Marcelo. Parce que Ennis, sa patronne l'a corrompu. Peut-être que sa patronne l'a acheté. Nous ne savons pas. Blessing m'a venu dire ça tout à l'heure. On continue d'écouter l'audio. Je vous rends à l'eau. Elle arrive. Et tu es méchante. Tu as détruit le foyer de ta copine. En sachant très bien que son fils était malade, son enfant est mort. Tu n'as même pas eu le temps de dire à Blaise, non, pas avec l'argent du sang. Tu n'as pas eu pitié. Vous comprenez pourquoi Kazarema, du jour au lendemain, quelques années après ça, a chuté. C'était la main de Dieu. Parce que c'était fait par l'injustice. Lise Manzambi n'est pas une servante de Dieu. Continue à suivre cette femme-là. Ce n'est pas une servante de Dieu. Elle, partout là, elle passe, cette femme, elle détruit. Elle détruit. Lise, ta beste. Ennis, ta patronne détruit, puis toi tu es embauché par elle. Donc Ennis, qu'est-ce que tu fais dans la fête de Marcelo? Nous voulons savoir. Taguez-moi Ennis ici. Wabou, c'est nous. C'est préparé. Elle va sortir. Ces jours-là, les gens vont continuer à savoir qui tu es réellement. Donc, étant donné que Ennis, tu as décidé de t'appuyer chez Lise, tu as fait erreur, elle va te faire quelque chose que quand ça va bien chauffer sur toi, elle ne viendra pas te défendre. Tu as fait une erreur, tu n'as même pas idée. Et en passant, Ennis, on l'a pas invité. Elle a prétendu que c'était une amie à une amie, via, qui l'avait soi-disant invité. C'est faux. On l'a pas invité, on la connaît pas. Même sa soi-disant copine, là, c'est imaginaire. C'est sûrement Lise qui a dit la demander avant de ça. Tu vois dans quoi est-ce que tu es rentré?
Lise Manzamila qui vous donne des conseils de couple là. C'est faux. C'était le mari de quelqu'un qu'elle a volé. C'était la Chisa de Blaise. Une femme mauvaise. Mais ta copine elle va bientôt sortir. Elle t'observe, elle te guette. Mais ça sortit là. Tu vas pas les gens, je l'ai dit. Le Blaise en question, la doseuse. Blessing, tu es où maintenant? C'est la partie où tu dois monter. Est-ce qu'il y a l'autre voix? Blaise, je rigole à combattre depuis tout à l'heure. La fois monter, tu vas venir bien expliquer ça aux gens. Blessing, viens expliquer la patronne de Nice. Vous avez compris. Blessing, c'est maintenant tu montes. C'est ma partie où tu montes maintenant. Faut monter. Viens faire un peu. Puis moi, je continue avec les autres voices. Blessing, c'est la partie où tu montes là. Viens nous expliquer maintenant. Écoutez bien, Blessing. C'est la partie où on a bien expliqué. On t'écoute. Ange, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Hé, c'est dosé. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Tu as raison, l'année des révélations. Tous les faux serviteurs et fausses servantes, tous c'est exposé maintenant. Oui. D'abord, une parenthèse. Eunice, là, a été payée. En fait, elle s'est contredit elle-même. Dans son live, d'abord, elle faisait genre qu'elle défendait pas Marcelo. Le pasteur Marcelo a publié cette photo aujourd'hui sur son compte Facebook et il n'y a aucune légende. Croyez-moi que le pasteur Marcelo Tounassi fait vraiment partie de ces personnes-là qui savent comment manipuler les réseaux sociaux. Pendant qu'il y a un buzz sur lui concernant son remariage, il est parti tranquillement publier une photo sur son compte Facebook parce que d'ailleurs, il était prêt pour ce buzz. Il savait que l'annonce de son remariage allait faire le buzz et il était préparé pour ça. D'ailleurs, il avait dit... Et en ce qui concerne sa publication, le général Makosso est parti commenter sous la photo du pasteur Marcelo en disant « Ce soir à 22 h heure de Paris, cher homme de Dieu, votre présence est obligatoire. J'ai 3 questions pertinentes à vous poser sur votre prochain mariage. » Et si vous voyez ici, le compte officiel du pasteur Marcelo a répondu avec des emojis en souriant. Moi d'ailleurs, je suis partie répondre en disant « T'es trop fort ». Ouais, parce que le général Camille Makosso, il est très fort. Il sait comment manipuler les réseaux également. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Facebook, allez me suivre sur le compte Eunice Désir Obi. C'est ma page Facebook officielle. Le général Makosso a apporté son soutien au pasteur Marcelo dans son live, alors que tout le monde pensait qu'il allait faire un live où il allait être contre le remariage du pasteur Marcelo à Betty Bango 12, pour ceux qui comprennent le terme. Il a étonné tout le monde, il a tenu un discours dans lequel il donnait les raisons pour lesquelles le pasteur Marcelo s'est remarié. Je ne sais pas si son récit est vrai ou faux, peu importe, mais le fait qu'il soutienne déjà le remariage du pasteur Marcelo, c'est une façon de vous prouver qu'il y a vraiment la solidarité entre les hommes. Une solidarité qui n'existe d'ailleurs pas entre les femmes, parce que dans la journée d'aujourd'hui, tous les hommes avec lesquels j'ai discuté étaient pour le remariage du pasteur Marcelo. Souvenez-vous que lorsque Péniel était en difficulté dans son mariage avec le musicien Mike Kalambay, elle n'avait pas vraiment reçu du soutien de la part des femmes. Au contraire, nombreuses étaient celles-là qui l'avaient incriminé et décrédibilisé son discours comme quoi elle était venue pour faire tomber le serviteur de Dieu. Mais lorsque les célébrités masculines rencontrent les difficultés sur la toile, généralement entre hommes, ils se soutiennent énormément. En effet, en ce qui concerne le remariage du pasteur Marcelo, les gens ont voulu opposer le général Makosso au pasteur Marcelo pour dire que le général Makosso était meilleur que le pasteur Marcelo, en pensant peut-être que ça allait pousser le général Makosso à condamner le remariage du pasteur Marcelo. Enfin, ça n'a pas fonctionné parce que, au contraire, ça lui a encore motivé pour qu'il félicite le pasteur Marcelo dans son remariage. C'est vraiment une façon de vous dire que les hommes restent solidaires entre eux. Enfin, le général Makosso a également déclaré que lui n'a pas les mêmes engagements et les mêmes responsabilités que le pasteur Marcelo. Voilà pourquoi jusqu'à présent, il n'a pas décidé de se remarier. Mais quant au pasteur Marcelo, il a plusieurs églises, il a une lourde charge qui pèse sur lui et il a un très grand ministère, donc il fallait bien qu'il puisse se remarier. Il a même dit qu'il fallait même qu'il se remarie 6 mois après le décès de sa femme pour l'empêcher de forniquer et de ne pas tomber dans le piège des femmes. Parce que s'il était resté célibataire longtemps, plusieurs femmes allaient venir dans son église dans le but de le tenter. Plusieurs ennemis ou encore d'autres hommes de Dieu qui sont contre lui allaient envoyer des femmes pour venir le tenter. Donc la seule façon pour lui de se protéger, c'est de se remarier. Voilà comment le général Makosso dans son discours a pu expliquer et excuser le remariage du pasteur Marcelo. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, mercredi, on a tous hâte, vous savez que nous, on est là pour ça, on a tous hâte de vivre le remariage du pasteur Marcelo et personnellement, je vais vous commenter l'événement sur la chaîne Congo Africa. Pour toutes les personnes qui n'écoutent pas encore mes émissions, allez-y rapidement vous abonner à la chaîne Congo Africa. D'ailleurs, on vient de publier une toute dernière émission concernant le conflit qui oppose le Congo au Sénégal avec le blackface du prince de la vérité. Sur ce, prenez soin de vous et surtout... Maintenant, celle que tu es venu remplacer là, tant qu'on n'a pas bien fait ces choses, tant qu'on n'a pas bien découvert qu'est-ce qu'il a tué, tu ne seras pas en paix. Tu vas souffrir, ma chérie. Honnêtement, il y a des personnes qui ne réfléchissent pas. Regardez ce qu'elle a écrit.
Africain Santé vous salue. Donc comme ça, tu penses que les gens sont jaloux de ce mariage, c'est pour ça qu'ils ont parlé de ça. S'il n'y avait pas de choses compromettantes, tu penses que les gens seront sortis pour expliquer tout ce qu'ils expliquent là? Quelqu'un qu'on dit qu'il a un mari, quelqu'un que ses secrets sont en train de se révéler. Si peut-être que sa femme était morte de cause naturelle, il ne devait pas avoir de problème et les personnes qui ont ces secrets devaient les garder. Et c'est ça qui fait en sorte que les preuves sortent maintenant. Parce que le premier, quand il présentait sa femme à l'église, la famille était sur la tombe de leur fille pour pleurer, pour demander justice pour elle. Vous pensez que si elle avait été peut-être décédée d'un accident ou d'une mort par maladie, mais on dit que quelqu'un allait bien et puis elle a décédé, est-ce que c'est normal? Et puis quand les gens parlent, vous dites que non, c'est la jalousie. On fait quoi avec son mariage? Ça ne sert à rien ni à personne. Ses secrets sont dehors parce qu'il a fait une erreur. Il a dit à Blanche qu'elle va voir. Mais c'est lui qui passe le temps à l'église en dit que non, il n'y a jamais eu de dispute ni de gifle. Les audios montrent le contraire. Les audios montrent à quel point cette femme souffrait. Après ces révélations, l'atmosphère autour du pasteur Marcelo Tunasi devint suffocante. Les réseaux sociaux s'embrasaient chaque jour un peu plus, alimentés par les directs enflammés du frère de Maman Blanche, qui ne mâchait pas ses mots. Dans ses interventions, il décrivait un homme froid, méthodique, capable de tout pour préserver son image et son empire spirituel. Selon lui, le pasteur Marcelo avait depuis longtemps troqué la parole de Dieu contre des alliances occultes, pactisant avec des loges maçonniques et fréquentant des milieux où l'argent, le pouvoir et le mystère s'entremêlaient. Ce frère, visiblement brisé par la perte de sa sœur, jurait devant des milliers de spectateurs qu'il avait des preuves, que tôt ou tard, tout éclaterait au grand jour. Mais Marcelo, lui, restait silencieux. Du moins en public. Dans l'ombre, il aurait multiplié les coups de fil, envoyé des intermédiaires, proposé de l'argent à certains membres de la famille pour arranger les choses et éviter les scandales inutiles. Pourtant, rien n'y faisait. La rumeur selon laquelle il aurait tenté de faire exhumer le corps de Maman Blanche pour le faire disparaître gagnait du terrain. L'idée seule suffisait à horrifier l'opinion. Que craignait-il tant pour empêcher une autopsie? Était-il si sûr que les examens révéleraient des traces d'empoisonnement, ou pire encore? À mesure que les jours passaient, la nouvelle épouse du pasteur devenait, elle aussi, un sujet de discussion brûlant. On fouillait dans son passé, on déterrissait des photos anciennes, des vidéos compromettantes, des témoignages de voisins et d'anciennes connaissances. On racontait qu'avant de devenir Madame Tunasi, elle avait été une habituée des soirées tapageuses, des boîtes de nuit les plus sulfureuses de la ville, et qu'elle avait longtemps entretenu des relations avec des hommes fortunés. Certains affirmaient même qu'elle avait été Miss dans un concours local, et que ce titre avait ouvert les portes d'un monde où les apparences et les relations comptaient plus que la morale. Dans les coulisses de son église, l'ambiance n'était plus la même. Des fidèles murmuraient qu'ils ne reconnaissaient plus leur pasteur, qu'il prêchait avec moins de ferveur, comme distrait, parfois même irrité quand les regards devenaient trop insistants. Quelques anciens piliers de la communauté prenaient leur distance, refusant désormais d'occuper les premiers rangs. L'autel, autrefois symbole de foi et d'espoir, semblait désormais chargé d'une tension invisible. Et puis, un soir, une vidéo fuitée fit l'effet d'une bombe. On y voyait, dans une qualité d'image granuleuse, ce qui semblait être un véhicule noir s'arrêtant à proximité d'un cimetière. 3 silhouettes descendaient, munies d'outils. Les images étaient floues, mais l'un des témoins jurait avoir reconnu un proche collaborateur du pasteur Marcelo. La rumeur prit alors un visage. Il ne s'agissait plus seulement d'accusations, mais d'un scénario qui, aux yeux de beaucoup, confirmait ce que l'on murmurait depuis le début. La famille de Maman Blanche redoubla d'efforts pour obtenir une exhumation officielle sous supervision judiciaire. Mais selon certains proches, Marcelo utilisait ses réseaux pour bloquer la procédure. Entre les alliances politiques, les soutiens financiers et la peur que suscitait son nom, beaucoup hésitaient à s'opposer frontalement à lui. Dans la rue, pourtant, l'indignation grandissait. Des pancartes circulaient avec des slogans accusateurs, des vidéos virales appelaient à la justice, et les fidèles restants étaient eux-mêmes divisés. Défendre leur pasteur coûte que coûte ou admettre que les accusations avaient trop de poids pour être ignorées. La tension monta d'un cran lorsque le frère de Maman Blanche promit, en direct, de révéler la vérité absolue lors d'une conférence publique. Il parlait de documents, de témoignages inédits, de personnes prêtes à briser le silence, même si cela devait leur coûter cher. Les jours précédant cette annonce, les regards se tournaient vers Marcelo. Allait-il réagir? Allait-il tenter de se justifier? Ou, fidèle à sa stratégie, rester dans le silence, espérant que le scandale finirait par s'essouffler? Le jour de la conférence arriva, et la salle était pleine à craquer. Des journalistes, des blogueurs, des influenceurs, mais aussi des curieux venus de loin, s'étaient entassés dans cet espace qui ressemblait plus à une arène qu'à un simple lieu de rencontre. L'air était lourd, saturé d'attentes et de murmures. Le frère de Maman Blanche, vêtu d'un simple costume sombre, monta sur l'estrade. Son visage trahissait à la fois la fatigue et une détermination féroce. Il commença par un silence prolongé, laissant la tension grimper. Puis, d'une voix grave, il lança. « Aujourd'hui,
Je ne parle plus en tant que frère endeuillé, je parle en tant que témoin d'un crime. La salle frémit. Il brandit alors un dossier épais, rempli de feuilles, de photographies et d'enregistrements audio. Selon lui, ces preuves démontraient que, quelques jours avant la mort de Maman Blanche, elle avait confié à une amie proche qu'elle se sentait menacée dans son propre foyer. Elle savait que quelque chose se préparait, dit-il, la voix brisée. Il lut ensuite des extraits de messages que sa sœur aurait envoyés, où elle évoquait des disputes violentes avec Marcelo, ses absences étranges, et même une conversation qu'elle aurait surprise entre son mari et un homme influent au sujet d'un rituel nécessaire. Les révélations ne s'arrêtèrent pas là. Le frère présenta ensuite une vidéo, enregistrée par une caméra de sécurité non loin du domicile conjugal. On y distinguait une voiture de luxe quitter la maison à une heure tardive, avec à son bord 2 hommes portant de grands sacs noirs. Ces sacs, je vous le dis, contenaient des effets personnels de ma sœur, et peut-être plus, affirma-t-il, sous les exclamations choquées du public. Les réseaux sociaux explosèrent dans la minute. Les hashtags accusateurs se multipliaient, les extraits vidéo étaient partagés des milliers de fois, et des voix de plus en plus influentes demandaient l'ouverture immédiate d'une enquête criminelle. Pendant ce temps, Marcelo restait invisible. Pas de culte public, pas d'apparition médiatique, seulement quelques communiqués froids, rédigés par son équipe, affirmant qu'il s'agissait d'un complot orchestré pour détruire son ministère. Mais chaque mot de sa défense semblait creuser encore plus le fossé entre lui et l'opinion publique. Certains de ses plus fidèles partisans commençaient même à avouer qu'ils doutaient. L'affaire prit une tournure encore plus sombre lorsqu'un ancien collaborateur de Marcelo, exilé à l'étranger, accepta de témoigner anonymement. Dans un enregistrement diffusé en direct, il affirma que le pasteur entretenait depuis des années un réseau d'hommes chargés de gérer ses problèmes personnels et spirituels, y compris en recourant à des pratiques occultes. Il affirma même que la nouvelle épouse de Marcelo avait été choisie non pas par amour, mais pour renforcer un pacte conclu avec un groupe occulte. La ville entière semblait divisée entre 2 camps. Ceux qui voyaient en Marcelo un martyr persécuté par la jalousie et la haine, et ceux qui étaient convaincus qu'il assistait à la chute lente mais inévitable d'un homme qui avait vendu son âme. Et dans l'ombre, loin des caméras, une question obsédait tout le monde. Si tout cela était vrai, jusqu'où Marcelo serait-il prêt à aller pour sauver sa réputation et éviter la prison? Quelques jours après la conférence du frère de Maman Blanche, la pression devint insoutenable pour les autorités. Les réseaux sociaux étaient saturés de vidéos, de preuves présumées, et de témoignages qui s'accumulaient contre le pasteur Marcelo Tunasi. La colère populaire ne faiblissait pas, au contraire, elle enflait comme une marée prête à tout emporter. Même certains médias jusque-là prudents se mirent à publier des enquêtes fouillées sur les zones d'ombre de sa carrière, ses biens immobiliers, ses voyages fréquents à l'étranger et ses liens supposés avec des figures controversées. Un matin, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Le parquet avait ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire pour homicide suspect et entrave à la justice. La police judiciaire fut chargée du dossier. Les enquêteurs savaient qu'il marchait sur un terrain miné. Marcelo disposait d'un réseau d'alliés puissants, de contacts dans les hautes sphères, et surtout d'une influence considérable sur une partie de la population. Mais l'opinion publique exigeait des résultats, et cette fois, il n'était plus possible de balayer l'affaire sous le tapis. Le même jour, un groupe d'agents, discrets mais déterminés, se rendit au cimetière où reposait Maman Blanche. Ils ne vinrent pas seuls. Un juge d'instruction et un médecin légiste étaient présents, accompagnés de gendarmes armés. La rumeur de leur arrivée se répandit comme une traînée de poudre, attirant une foule compacte autour des grilles. Les cris, les chants et les slogans fusaient, mêlés aux prières de certains fidèles qui, malgré tout, continuaient de défendre Marcelo. Lorsque les enquêteurs commencèrent à creuser, le silence se fit pesant. Les gestes étaient précis, chaque pelletée de terre semblait soulever un poids invisible. Mais à mi-parcours, un murmure inquiet se propagea. Le cercueil n'était pas là où il aurait dû être. Les gendarmes échangèrent des regards sombres. Après plusieurs minutes de recherche frénétique, la confirmation tomba, la tombe avait été vidée. La nouvelle se répandit instantanément sur les réseaux sociaux. Des vidéos amateurs montraient la scène en direct, les visages crispés des policiers et les cris indignés de la famille de Maman Blanche. Pour beaucoup, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Quelqu'un, quelque part, avait tout fait pour que la vérité ne soit jamais découverte. Et tous les regards se tournaient vers un seul nom. Marcelo Tunasi. Face à cette découverte, le juge d'instruction ordonna immédiatement une perquisition au domicile du pasteur. Les forces de l'ordre se présentèrent devant son portail imposant, escortés de véhicules blindés pour contenir la foule qui s'était rassemblée. Les cris redoublaient d'intensité. Certains réclamaient son arrestation immédiate, d'autres scandaient qu'il était innocent et victime d'un complot. À l'intérieur de la maison, les enquêteurs découvrirent plusieurs pièces fermées à clé. Dans l'une d'elles, ils mirent la main sur des documents intrigants, des carnets remplis de symboles étranges, des photos rituelles, et une liste manuscrite comportant des noms, dont certains étaient déjà connus pour leur implication dans des affaires douteuses. Sur un bureau,
Une enveloppe scellée contenait ce qui semblait être un certificat médical. Mais il n'était pas au nom de Maman Blanche. Le soir même, les images de la perquisition étaient partout. Les chaînes d'infos, les pages Facebook, les comptes TikTok, tous relayaient l'affaire minute par minute. Le scandale, déjà énorme, venait de franchir un cap irréversible. Et dans l'ombre, Marcelo, invisible depuis plusieurs jours, préparait sa contre-attaque. Ses proches disaient qu'il comptait organiser une apparition publique pour tout remettre à sa place. Mais beaucoup craignaient que cette sortie ne fasse qu'enflammer encore plus un feu déjà hors de contrôle. Le jour de l'apparition publique arriva dans un climat électrique. La ville semblait retenir son souffle. Les partisans du pasteur Marcelo s'étaient mobilisés en masse, vêtus de t-shirts à son effigie, brandissant des pancartes clamant son innocence. En face, les opposants, menés par la famille de Maman Blanche et leur soutien, scandaient des slogans accusateurs, exigeant vérité et justice. Les forces de l'ordre avaient bouclé tout le périmètre autour du lieu choisi pour son discours, un grand auditorium habituellement réservé aux conférences religieuses. Lorsque Marcelo Tunasi fit son entrée, vêtu d'un costume immaculé et accompagné d'une sécurité renforcée, un mélange de huées et d'applaudissements éclata dans la salle. Sa démarche était lente, calculée, comme celle d'un homme conscient que chaque geste serait interprété. Il s'installa derrière un pupitre, prit le micro, et fixa la foule d'un regard perçant. Sa voix, grave et posée, résonna. « Mes frères et sœurs, ce que vous entendez sur moi depuis des semaines est un mensonge orchestré par les ennemis de la lumière. » Il marqua une pause, laissant le silence peser. « Ma femme, Maman Blanche, repose en paix. » Mais certains ont choisi de salir son souvenir et de détruire le ministère que Dieu m'a confié. Oui, j'ai des ennemis puissants. Oui, ils veulent ma chute. Mais je vous le dis aujourd'hui, je ne tomberai pas. À ces mots, une partie de la foule applaudit frénétiquement, tandis que l'autre redoublait de cris hostiles. Marcelo poursuivit, affirmant que l'affaire de la tombe vidée était un montage, que les documents trouvés lors de la perquisition étaient fabriqués, et que la nouvelle épouse qu'il avait prise était un choix personnel guidé par Dieu et non par des forces occultes. Pourtant, au fur et à mesure de son discours, quelque chose déraillait. Ses phrases devenaient plus agressives, ses gestes plus brusques. Il dénonça nommément le frère de Maman Blanche, l'accusant de chercher la gloire sur la mort de sa sœur. Il affirma détenir lui aussi des preuves qui détruiraient ses détracteurs. Mais le moment qui fit basculer la soirée se produisit lorsqu'un homme, au milieu de la salle, se leva et cria « Et l'autopsie ? Pourquoi avoir peur si tu es innocent ?» La question, reprise en chœur par une partie du public, résonna comme un coup de massue. Marcelo hésita, puis esquissa un sourire forcé. « Je n'ai peur de rien. Mais certains secrets doivent rester enterrés pour protéger les innocents. » Cette phrase, malheureuse, fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent en direct. Les commentateurs y voyaient un aveu déguisé, une maladresse fatale qui ne ferait qu'alimenter les soupçons. À la fin de son discours, Marcelo quitta la scène sous escorte, tandis que dehors, la tension atteignait son paroxysme. Les deux camps faillirent s'affronter physiquement, et il fallut l'intervention massive des forces de l'ordre pour éviter un bain de sang. Le lendemain matin, les unes des journaux et les titres en ligne étaient unanimes. Le pasteur Marcelo se défend, mais s'enfonce, un discours qui divise, l'ombre du doute plus lourde que jamais. Et dans les coulisses de la justice, l'enquête, désormais renforcée par la pression publique, venait de franchir un cap. Un mandat d'amener venait d'être signé. L'aube venait à peine de se lever lorsque des véhicules blindés et plusieurs fourgonnettes de la police judiciaire s'engagèrent dans la rue du pasteur Marcelo Tunasi. Le quartier, encore endormi, fut rapidement réveillé par le grondement des moteurs et les ordres secs des gendarmes. En quelques minutes, le périmètre fut bouclé, empêchant toute fuite et tout attroupement imprévu. À l'intérieur de la demeure, Marcelo était déjà debout. Selon ses proches, il avait été prévenu la veille au soir par un contact au sein des institutions, mais il avait refusé de s'enfuir, convaincu qu'il pouvait encore retourner la situation. Lorsque les forces de l'ordre frappèrent à la porte principale, c'est lui-même qui vint ouvrir, vêtu d'une longue tunique blanche, un sourire discret aux lèvres. « Messieurs, je vous attendais. » Les policiers ne se laissèrent pas distraire. Après lui avoir notifié le mandat d'amener, ils lui passèrent les menottes, devant ses gardes du corps médusé. La scène fut filmée par plusieurs téléphones portables depuis l'extérieur, et les images firent instantanément le tour des réseaux sociaux. Les partisans criaient au complot, dénonçant une persécution orchestrée par l'État et les ennemis de l'Évangile. Les opposants, eux, y voyaient enfin le début de la justice. Le convoi prit la route du siège de la police judiciaire. Marcelo, assis à l'arrière d'un véhicule blindé, fixait droit devant lui, imperturbable. Derrière ses lunettes noires, on devinait un regard calculateur, comme si chaque seconde de cette arrestation faisait déjà partie d'une stratégie qu'il avait anticipée. À l'arrivée,
Les lieux étaient pris d'assaut par des journalistes, des militants et des simples curieux. Les forces de l'ordre durent déployer un cordon de sécurité pour éviter tout débordement. Dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère était tendue. Le juge d'instruction, assisté de 2 enquêteurs, entra avec un dossier épais. « Pasteur Tunassi, nous allons vous poser des questions concernant la disparition du corps de votre épouse, les accusations de sacrifice rituel et les documents saisis à votre domicile. » Marcelo croisa les mains, prit une profonde inspiration et répondit d'une voix calme. « Je suis prêt. Mais sachez que tout cela n'est qu'une vaste manipulation. » Pendant plusieurs heures, il répondit aux questions, esquivant habilement certains points, se montrant précis sur d'autres. Mais les enquêteurs ne lâchaient rien. Chaque réponse était confrontée aux témoignages recueillis, aux preuves matérielles et aux incohérences relevées dans ses déclarations précédentes. Dehors, la foule grossissait. Des chants religieux s'élevaient d'un côté, tandis que de l'autre, les slogans réclamant sa mise en détention provisoire se faisaient de plus en plus forts. La tension était telle que la police dut demander des renforts pour contenir la masse. En fin de journée, la décision tomba. Marcelo Tunassi allait être placé en détention provisoire le temps que l'enquête suive son cours. La nouvelle se propagea à la vitesse de l'éclair. Les réactions furent immédiates. Certains fidèles se mirent à genoux, en larmes, priant pour sa libération, tandis que les adversaires exultaient, convaincus que c'était la fin d'une impunité longtemps dénoncée. Dans sa cellule, Marcelo s'assit sur le lit métallique, le visage fermé. Ses mains jointes semblaient prier, mais son esprit, lui, élaborait déjà la prochaine étape. Car pour lui, cette arrestation n'était pas une fin, mais le début d'un autre combat. La première nuit de Marcelo Tunassi derrière les barreaux fut un mélange de silence lourd et de murmures étouffés. La prison où il avait été placé n'était pas un lieu ordinaire. C'était un centre de détention réservé aux profils sensibles, mélange d'hommes politiques déchus, de figures médiatiques tombées en disgrâce, et de criminels dont l'État voulait garder un œil attentif. Les couloirs sentaient l'humidité et la peinture écaillée, et chaque pas résonnait comme un écho d'isolement. Dès son arrivée, Marcelo attira les regards. Certains détenus le reconnaissaient immédiatement, chuchotant son nom avec un mélange d'ironie et de fascination. D'autres, intrigués, observaient ce prédicateur controversé avec une curiosité presque malsaine. Mais lui, impassible, gardait la tête haute, comme s'il venait non pas en prisonnier, mais en visiteur attendu. Dans sa cellule, il commença à établir ses repères. Quelques gardiens, fidèles de son église, vinrent discrètement lui glisser des mots de soutien. L'un d'eux osa même lui dire « Pasteur, ne vous inquiétez pas. Dieu va vous délivrer. Et nous, on veille sur vous. » Ces signes de loyauté réchauffaient son orgueil. Marcelo comprit rapidement qu'il pouvait exploiter cette influence même derrière les murs. Il commença à tenir de petites réunions de prière avec certains détenus, prêchant la résilience, parlant de persécution spirituelle et présentant son arrestation comme une épreuve envoyée par Dieu. Chaque parole était calculée, chaque geste visait à renforcer son image de victime injustement accusée. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'affaire prenait un nouveau tournant. La famille de Maman Blanche, informée que Marcelo semblait jouir de certaines facilités en prison, dénonça publiquement un traitement de faveur. Des associations de défense des droits humains se joignirent au débat, mais pas pour soutenir Marcelo. Elles réclamaient que l'enquête ne soit pas compromise par des arrangements internes. Les enquêteurs, eux, continuaient de creuser. Une piste venait de surgir. Un ancien membre de l'Église, aujourd'hui en exil, affirmait avoir assisté à une réunion secrète entre Marcelo et des individus liés à des pratiques rituelles. Ce témoin, prêt à coopérer, détenait des enregistrements audio qui pourraient bouleverser l'affaire. Informé de cette menace, Marcelo intensifia ses manœuvres. Derrière les murs, il commença à envoyer des messages codés à l'extérieur par l'intermédiaire de visiteurs autorisés et de fidèles infiltrés. Son objectif, discréditer le témoin avant même que ses propos ne soient rendus publics. Mais un soir, alors qu'il dirigeait une prière improvisée dans la cour de la prison, un autre détenu l'interrompit brutalement. « Et ta femme ? Dis-nous comment elle est morte au lieu de prêcher des mensonges. » La cour entière retint son souffle. Marcelo, surpris, garda le silence quelques secondes avant de répondre d'un ton glacial. « Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. » Cette phrase, entendue par plusieurs détenus et gardiens, fit le tour de la prison. Pour certains, elle confirmait son arrogance. Pour d'autres, elle renforçait l'idée qu'il cachait une vérité inavouable. Et pendant que les murs resserraient leur étau autour de lui, dehors, la conférence de presse du témoin clé était annoncée.